Oyez, oyez, bonsoir à vous, merci d'être en notre compagnie. Élisée Polougou est avec nous ce soir. Bonsoir Élisée, comment ça va? Bonsoir Brice, je vais très bien. Ouais, on sent que vous avez la pêche. Ouais. C'est un jeudi. Voilà, en attendant vendredi qui est mon jour le plus adorable et adoré. Le jour préféré. Oui, mon jour préféré. Je suis à 24 heures de ce jour préféré, là, on sent déjà le début de la pêche. C'est vrai, donc là vous avez le poisson. Ah oui, il est congelé. Le poisson qui a duré dans le congélateur, tu ne peux jamais manger ça. Un scoop. Attends un peu. Voilà. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Brice. Comment ça va? Bonsoir Élisée, bonsoir chez vous. Je vais super bien. Ouais. Là, vous avez la place qu'il faut ce soir. Oui, à gauche, à côté du cœur. Exactement. Voilà, c'est ça. Franchement, même moi, je ne l'avais pas prévu comme ça, mais c'est très, très bien envoyé. Et nous avons reparti dans cette dame. Et nous autres à droite, loin du cœur. C'est pas ça. À droite, débrouillez-vous. Isabelle, oui. Votre week-end, vous le prévoyez à partir de quand? Déjà dès vendredi. Dès vendredi, hein. Oui. Très bien. Vendredi soir. Le samedi, vous dites, hey, c'est le week-end. Oui. Très bien. On a la même chose, hein. Sauf mais c'est samedi midi, on se rappelle que c'est le week-end. C'est vrai. Parce qu'on travaille tout le temps, en fait. Exactement. Trop de boulot dans notre corps, au point qu'on en oublie souvent l'essentiel. C'est ça. Mais bon, le travail éloigne de nous, dit-on, vice, ennui et besoin. Travailler, c'est trop dur, mais voler... C'est pas bon. Ben, parfois aussi, ça cause un préjudice à l'entourage, quoi. Et c'est ça aussi le problème, en fait. On se désociabilise. Après, il faut savoir s'organiser, avoir un peu de temps pour la famille, pour le travail, parce que bon, on passe toute sa vie à travailler. Le travail, ça finit jamais. Hein, donc, à un moment donné, il faut prioriser, on va dire. Ouais. Alors la famille, les amis, oui, parce que moi en plus je suis membre d'une association des anciens élèves du lycée moderne de Divo. Ah bon? Oui, et j'ai jamais eu le temps d'assister à une réunion. Et je pense que je vais faire un effort, ça fait partie de mes résolutions, pour participer, parce que c'est important de faire partie de ces associations. Moi également, je suis aussi membre de l'association des anciens du lycée classique et moderne 1 de Boaké. Ah bon. Et puis aussi du collège Martin Luther King de Boaké aussi. Et moi du lycée moderne, du collège moderne. Bon, moi j'ai juste envie de vous poser une question. Ben, vas-y. À quoi ça sert de faire partie en fait de ce type d'association scolaire? Quelle est la plus-value que vous apportez? Isabelle, au cas où vous l'auriez oublié, il y a un seul animateur ici. Pourquoi vous nous posez des questions qui sont des cols comme ça? Parce qu'en fait, on s'est un peu posé la question. Bon, c'est quoi hein? Parce qu'on n'avait pas le temps d'y être en fait. Donc, Bon, moi j'arrive plus ou moins. C'est vrai que ce n'est pas très évident. Comme la plupart du temps, les réunions sont déjà connues d'avance sur un long temps et c'est l'objet d'une discussion consensuelle. Déjà, hein, la première chose, c'est les retrouvailles. C'est vraiment permettre de se retrouver les années lycée. Après les années lycée, on se retrouve, on voit un peu les différentes trajectoires. Mais c'est de développer aussi ce que moi j'appelle un peu un lobbying. Parce que très souvent, ces gens d'association, quand vous vous retrouvez, ça permet, parce que chacun a différents secteurs d'activité, on peut déjà s'entraider pour éventuellement pousser ceux qui ont besoin d'un coup de pouce et puis éventuellement partager vraiment des expériences de vie, quoi. Ça a vraiment du sens. Ça a vraiment du sens, en fait. Très bien. Je t'encourage à créer l'association de ton lycée, si ce n'est pas encore fait en tout cas. C'était quoi votre lycée? Alors moi j'ai fait pas mal de lycées. Hein, pour des raisons... parce qu'il y a eu des troubles aussi en Côte d'Ivoire, entre la Côte d'Ivoire, Dakar, Afrique du Sud et la France. Bon, j'ai beaucoup bougé. Une association panafricaine, toi. J'ai beaucoup bougé. Mais on va dire en Côte d'Ivoire, j'étais d'abord à André Malraux, ensuite Collège Notre-Dame du Plateau. Ok. Voilà, avant de partir ailleurs. Des établissements de renom. Bravo. Enfin, André Malraux... Je ne sais pas ce que c'est devenu maintenant, mais par le passé, ça avait quand même de la cote. Oui, à l'époque, à mon époque. C'est ça. Moi, j'ai fait le collège modèle autoroute aussi, c'est à l'aise. Tous les amis du collège modèle autoroute, voilà, où les voitures passent. Et moi, j'ai eu le privilège d'être au lycée classique et moderne 1 de Boaké, au moment où le lycée venait d'être érigé en lycée d'excellence. Donc, nous sommes la première promotion lorsque le lycée a été érigé en lycée d'excellence. Ça me fait penser aux amis du lycée moderne à Kaouélé. Le lycée a été rebaptisé. On va recevoir Pascal sur cette musique, cette jolie musique qu'on a choisie. Ouais, non, c'est un grand chant. Il y a un pas qui va avec. On te parle, tu ne veux pas écouter. Bonsoir Pascal, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais bien, merci. Alors, je continue mon quiz avec vous. Cette chanson, le titre? Abou, vas-y, mollo, mollo. Sagacité Nidabla, c'est ça?
Elle est bien envoyée, celle-là. En tout cas, tu as enchaîné la phrase en même temps. Non, je pense que c'est que c'est Abou. Ouais. Voilà, le titre, c'est plutôt Abou. Mais si vous allez acheter le CD à Djabé, c'est mieux de dire Abou, vas-y, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup d'Abou qu'on peut vous proposer. Il y en a un sur ce plateau. C'est ça. Bonsoir Pascal, vous allez bien, hein? Bonsoir, je vais bien. Content de vous retrouver aussi, ça va très très bien Pascal. Bon, l'équipe est au grand complet. On va aborder avec vous le premier point. Bien, c'est l'info du jour. Élisée Bouloubo, on est très très heureux. Chaque fois que vous n'êtes pas sur le plateau, qu'il y a des questions de sport, j'en souffre. Mais pourquoi? J'en souffre du pied. Pourtant, vous avez beaucoup de sportifs sur le plateau. Non, pas autant d'experts en football que vous. Eh bien, vous êtes le seul sur ce plateau. D'accord. Parce qu'André Bois, ce n'est pas un expert. André, c'est un supporter. C'est un fanatique. André, il est capable de parler avec un gars qu'il ne connaît pas dans un restaurant parce qu'il regarde le foot. Je dis, André, tu ne le connais pas? Non, mais on regarde le foot ensemble. Non, ça ne se fait pas. Élisée, il y a la CHAN. Non, le CHAN, il faut dire ça, le CHAN, oui, le championnat d'Afrique des Nations. Très, très bien. Bon. Notre pays, la Côte d'Ivoire. Grande équipe de Côte d'Ivoire. Grande équipe. Vraiment une équipe. Oui, la Côte d'Ivoire, disons qu'il revient de très loin, hein, parce qu'après une première défaite, ensuite un match nul, on ne vendait pas cher la peau de nos Pachidem qui ont sorti le grand jeu. Mais voilà, les crescendo comme ça. C'est ça, qui ont sorti le grand jeu lors du troisième match avec une brillante prestation qui leur a permis en tout cas de se qualifier. Alors qu'en rentrant sur le terrain, ils occupaient la dernière place avec un point. Au thème des 90 minutes, ils sont devenus deuxième. Parce qu'entre-temps, le Sénégal a battu. Ah oui, voilà, la RDC de l'autre côté. Mais franchement, beaucoup, comme je l'ai dit, ne vendaient pas cher la peau des éléphants. Mais après ce troisième match, pour moi, qui était un match totalement abouti sur tous les plans, je pense que les éléphants ont une belle carte à jouer. C'est vrai que l'adversaire que les éléphants affrontent demain est un adversaire coréen, c'est le pays organisateur, l'Algérie, qui joue très bien et qui a fini premier de sa poule, en tout cas qui a fait aussi une très belle prestation. Il y a vraiment du boulot. Parmi les atouts de l'Algérie, vous disiez tout à l'heure, pays organisateur, donc qui joue sous ses installations et avec son public. Avec son public, le 12e homme pour pousser les... j'ai pas envie de dire leur nom. Mais les éléphants, eh bien, ils ont décidé quand même de ne pas être seuls. Eh bien, il y a un comité, pas de 500 personnes qui vont... C'est ça, constitué essentiellement de la diaspora, la diaspora ivoirienne voilà, qui vit en Algérie. Sur près de 40 000 supporters. Voilà, autour de 500 personnes. C'est vrai qu'il ne faut pas qu'on se voile la face. Leur voix sera étouffée dans ce brouhaha, j'imagine, des supporters. C'est toujours bon d'avoir Oui, de retrouver quand même un maillot orange, même s'il est perdu. Voilà, un petit groupe de supporters, même un petit maillot orange quelque part, orange, blanc, vert, pardon, le drapeau quelque part dans le stade. Et moi, en tout cas, j'ai confiance. Je pense que les éléphants peuvent, s'ils restent sur la même dynamique du dernier match, je pense quand même qu'ils peuvent faire une surprise. Sans aussi nier le fait qu'aujourd'hui, quand même, pour ce match-là, l'Algérie est favori. Ça, il faut déjà le noter. L'Algérie pas favori, déjà par rapport à ses prestations. Mais en plus, comme je le dis, avec ce facteur de pays organisateur, mais on est dans le football et c'est la réalité. Est-ce que ce n'est pas un élément de pression? Les 80. Oh, ça dépend. Ça peut être un élément de pression, ça peut être aussi un élément catalyseur. Voilà, parce qu'il y a eu des moments quand même où effectivement les 11 entrant sur le terrain n'ont pas su supporter la pression du public et finalement ont produit un résultat contraire. Mais il y a eu des moments aussi où la présence de ce supporter a été un atout majeur qui a permis à l'équipe de se transcender. Donc, ça peut être l'un ou l'autre. Mesdames, vous regardez le foot? Oui, non, mais enfin, quand vous nous posez la question comme ça, on sent que vous êtes désabusés, vous dites, je vais leur demander leur avis, mais bon. On peut s'en passer. Je n'entends pas grand-chose, surtout. Moi, je sais que tous les tickets ont été vendus, c'est déjà ça comme information. Moi, je voulais prendre l'avion ce soir avec vous pour aller regarder le match. Oui. Si vous aviez les mêmes intentions que moi, ce n'est pas la peine, il n'y a plus de place. Oh. Ben oui, et on va regarder ça... On va regarder ça de loin, mais avec le cœur, c'est déjà ça, comme analyse footballistique. Avec le cœur et la loco, il y a un dispositif qui accompagne le... C'est pour ça que les hommes aiment bien le foot. Il y a un dispositif qui accompagne les matchs, hein, quand on regarde les matchs. Donc, il y a Vous parlez de votre dispositif, là? Non, il disait aussi. Oui, c'est de quoi on parle. Seuls les connaisseurs connaissent. Voilà. Isabelle, vous? J'ai juste envie de dire que le meilleur gagne. Oui, parce qu'on se méfie de vos pronostics la dernière fois. J'ai bien envie de retenter le coup parce que la dernière fois, j'ai raté mon cadeau. Oui, mais oui, dites-moi, selon vous. Non, est-ce qu'elle a raté le cadeau? Bonne, si, t'es pas là, sinon elle a raté. Elle fait les pronostics et moi, je prends les cadeaux. C'est ça. C'est les deux, d'ailleurs. Ah, voilà, vous avez pris mon cadeau. Ben, moi j'ai pris aucun cadeau. Le cadeau qui m'était destiné. Alors, selon vous, le match de là, pour le coup, j'ai pas d'inspiration, mais
Je pense que demain, Mais c'est de bon augure qu'elle n'est pas d'inspiration. Parce que quand elle a les inspirations, généralement, on paye. Peut-être que ça sera match nul, là, je ne sais pas. Mais non, il ne veut pas là, il en peut pas. Non, mais là, il faut absolument un vainqueur. Voilà. Parce qu'on est au stade des quarts de finale. Il faut absolument un vainqueur. Et on ira au tir au but. Et les Ivoiriens se qualifieront au thème des tirs au but. Je pense que les deux équipes vont bien jouer. Allons-y sur votre scénario, Élisée Bologbeu. Est-ce qu'on n'est pas un peu... Je sais, le football, c'est le fair play et tout. Est-ce que nos supporters n'ont pas à craindre un tout petit peu logiquement, les supporters ne devraient pas. Logiquement. Mais quand on a encore en mémoire cette scène à l'issue du match qualificatif pour la Coupe du Monde entre l'Algérie et le Cameroun, aujourd'hui, il faut dire quand même que il y a quand même quelques petites réserves. Et surtout que par le passé, quand même, on a en mémoire des attitudes. Je ne veux fustiger aucun peuple ni aucune tribu, mais généralement, dans les pays maghrébiens, ça ne s'est pas très souvent bien passé. Quand il s'est agi d'affronter des pays subsahariens, ça ne s'est toujours pas bien passé. Et comme je le dis, on en veut pour preuve le match qualificatif entre le Cameroun et l'Algérie. Et jusqu'à aujourd'hui encore, qui continue de faire grincer des dents au niveau continental, je crains fort que... Bon, je prie et j'espère que le fair play sera prendre le dessus afin qu'on ne se retrouve pas dans un tel schéma. Ce d'autant plus que je crois que le scénario que Isabelle vient d'évoquer risque de se passer. C'est-à-dire qu'on finisse le match sur un match nul, ou du moins sur un score vierge, et qu'on aille au tir au but, et puis qu'au tir au but, les éléphants arrivent à se qualifier. Ce qui fait monter toujours la tension quand à la fin des 90 minutes, on n'a pas un score net et définitif et qu'on est obligé de faire de la prolongation. Donc ça en ajoute à l'adrénaline, donc aux tensions, etc. Mais moi, je pense qu'il faut faire confiance aux fédérations. Il faut qu'elles anticipent aussi maintenant. Il faut que tous les comités d'organisation prennent cette question des supporters et de leur débordement en charge, mais véritablement les campagnes, ça ne résout pas tout, mais ça marche. Et puis les sanctions ensuite pour les supporters qui se permettent de transformer le football, non pas en sport de fédérateur des nations, mais en espace de pugilat. Je pense qu'il faut faire quelque chose. Mais dans tous les cas, je fais confiance au peuple algérien, n'est-ce pas? Je promets que la prochaine fois, quand il y aura question de sport, je n'aurai pas le même regard sur vous. Parce que là, quand même, ça m'embouche un coin. Bravo. Non, mais moi, je sais qu'en quart de finale, on fait match nul et on continue jusqu'au tir au but, n'est-ce pas? C'est ça, Isabelle a dit le scénario. Non, mais je pense que les Algériens aussi, les Algériens quand même savent qu'aujourd'hui, tout le monde a les regards fixés sur eux, surtout après le chapitre avec le Cameroun, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, tout le monde a les regards arrivés vers eux. Donc je crois que même ils prendront des dispositions pour éviter qu'il y ait vraiment des débordements, au risque de se faire sanctionner. Parce que déjà, il y a l'épisode avec le Maroc qui ne s'est pas très bien passé, qui a fait que le Maroc n'est même pas allé au CHAN. Si encore on doit venir avec des incidents, notamment avec des supporters ou bien avec des équipes qui sont sur leur territoire, je crois que ça sera la goutte d'eau certainement qui va faire déborder le vase et qui va certainement déclencher des mesures au niveau de la CAF et de la FIFA. Vous allez voir, dans le football féminin, ce sont des questions qu'on ne se pose pas. N'est-ce pas? Bon, là, on va sortir une vidéo demain qui va venir remettre en cause cette déclaration. Vous verrez que dans le football féminin, on peut même arriver souvent à se prendre l'école. Quand il y en a. Et il y en a peu. Il y en a très peu. C'est ça. Votre rayette vous démange? Non, ça va, tout va bien. Je suis en train d'imaginer... Mais Brice, avant que tu ne continues, est-ce qu'on peut faire un gros plan sur les deux joueurs? Grand plan. Ouais, un grand plan, pardon. Non, c'est un gros plan. Non, c'est un grand plan. Oh non, c'est un... Bon, vous ne direz pas gros sur ce plateau. Bon, d'accord, un grand plan. Je ne vous permettrai pas de dire gros sur ce plateau. Voilà, dites grand. Je me soumets. Un grand plan sur l'image derrière. Les deux joueurs en blanc. Ces deux joueurs ivoiriens, pour moi, sont mon coup de cœur lors du dernier match. Celui à gauche, il s'appelle Sankara. Karamoko Sankara, qui porte le numéro 9, un joueur talentueux, excellent, auteur d'un but et d'une passe décisive lors du match. Et à côté, nous avons Otro, qui pour moi a été vraiment la révélation. Il n'avait pas joué le premier match, mais pour moi, c'est le prototype de l'attaquant moderne. Qui sait se déplacer sur un terrain, qui sait faire des appels. Franchement, c'est mon coup de cœur. Ça, je le dis honnêtement. Je ne sais pas dans quel club il joue, mais je pense que c'est l'une des personnes qui aura vraiment tablé. Les deux, ce sont des personnes qui auront tapé dans le J'ai deux coups de cœur. Je ne serais pas surpris qu'après le CHAN, vraiment on entende parler de sous d'autres cieux. Quoi. Ouais, moi, j'ai deux coups de cœur. Le premier s'appelle Essi. Essi. Aka, Essi. Ouais. Voilà, c'est le capitaine.
C'est le capitaine, Aka ici. Oui, oui. Un très très bon. Je crois qu'il est milieu de terrain. Milieu de terrain. Voilà, il est très très bon, il est très polyvalent. Et puis mon deuxième coup de cœur, c'est le gardien de but. Le gardien Folie, oui. Folie. Ouais, franchement, gardien de la SEC. Il nous a sorti des Sankara aussi, société de la SEC. Oui. Là, c'est vraiment l'occasion de saluer les clubs en région, les clubs locaux pour montrer que malgré les difficultés, ils arrivent à sortir des pépites. Et ces pépites-là constituent les éléphants juniors. Et puis, c'est un vrai tremplin, les jeunes le savent maintenant, pour se faire remarquer pour les clubs au niveau national, pour l'équipe nationale et puis pour l'international. C'est bien, on a insisté sur les noms parce que quelqu'un disait sur le plateau un jour, aux autres derniers championnats, on ne connaît même pas le nom des joueurs et tout ça. Mais là, on commence vraiment à avoir des noms qui... Mais là, il faut dire que depuis le dernier match, le troisième match, franchement, j'ai collé des noms sur des visages. Il y a Wayou, par exemple, que je vois au numéro 15. Il y a Otro que je vois au 20, pour moi, le coup de cœur numéro 1. Il y a Sankara au numéro 9. J'ai commencé vraiment à mettre des noms parce que quand on a vu, vraiment, il y a de la finesse. C'est vrai que là, nous tous, on fait partie de ceux-là qui critiquent et qui fustigent vraiment le déroulé du championnat. Mais honnêtement, je pense qu'on a des pépites. On a des joueurs, s'ils sont dans l'environnement qu'il faut, on peut déjà commencer à rêver sur l'avenir, quoi, honnêtement. Oui. Ouais, parce que ça nous rappelle le bon football de l'époque, des Agoli-Golier. Oui, surtout les grands duels à SEC Africa de l'époque. Les grands duels à SEC Africa de l'époque. Oui, avec des grands joueurs de l'Africa comme Pascal Miezan, Oumar Ben Salah, Gedegba Martin. Non, pas Gedegba Martin, Gedegba Ignace. Gedegba Martin, c'est au théâtre. Ou des grands joueurs de la SEC, par exemple, comme Ben Badi, Aboulette Rodi Ben Badi, de très grands joueurs. Ben, Sekou Bamba, lui, faisait la navette, tantôt à l'Africa, tantôt à la SEC. Il partait, il revenait à chaque fois. Donc, on ne peut pas trop l'affilier à un seul club. Mais on avait quand même de très bons joueurs. Mani Yao César Lambert, super excellent joueur. Sir Donald aussi, excellent joueur. Olivier, excellent joueur. Sir Donald Olivier. C'est bon, Olivier, merci beaucoup, ça va, ça suffit. De toute façon, à l'Africa, on a de bons joueurs. Voilà, c'est bien. Si vous ne connaissez pas le nom du joueur de la SEC, ce n'est pas grave, Isabelle. Non, mais le foot et moi, ça va, c'est ça. Tout le monde sait. Hein. Ouais, c'est clair. On connaît Konaté Loseni. Il était gardien de la SEC. Un gardien très bandit. Très bandit. Pour la suite, on a un invité sur le plateau, donc on va recevoir avec beaucoup de plaisir Madame Delphine Alla, elle est organisatrice du sommet en parentalité, donc on aura l'occasion d'en parler. Maintenant, on va la recevoir le temps que Élisée Bouloubeu souffle un tout petit peu de sa fougue. De mon enthousiasme footballistique. On va recevoir notre invité, s'il vous plaît. Élisée, vous êtes galant, voilà. Okay. Il a une galanterie qui une galanterie transversale. Exactement. Merci Élisée, vous êtes gentil. Bonsoir Madame Alla, bonsoir. Bonjour. On vous reçoit donc dans le cadre d'une activité, le sommet en parentalité. Oui. Donc, on parle parentalité. Qu'est-ce que c'est? Comment on désigne? Qu'est-ce qu'il y a dans le terme? Alors, parentalité, il faut comprendre que ça correspond aux parents. Donc, la façon d'être, la façon de vivre. Très bien. Qui définit la parentalité. Alors, on présente le sommet en parentalité. Qu'est-ce que c'est? En fait, le sommet en parentalité, c'est venu parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de situations qui ont changé dans les familles. Donc, il y a comme un bouleversement au niveau familial. Donc, on a plusieurs catégories de familles qui sont créées. Il y a des familles monoparentales, des familles homoparentales, des familles qui ont des difficultés au niveau de l'éducation des enfants. On voit aussi beaucoup de démissions au niveau des parents dans l'éducation, la délinquance au niveau des enfants et puis tout ce qui est famille recomposée. Très bien. Également. Et justement, vous organisez un sommet. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est de redonner le pouvoir aux parents. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de parents, aujourd'hui, ne sont plus connectés avec leurs enfants. Donc, ce qui fait qu'on voit beaucoup de dérives au niveau de l'éducation des enfants. Donc, donner des solutions, des outils aux parents pour permettre d'accompagner leurs enfants et permettre une meilleure harmonie familiale. Où est-ce qu'il va se dérouler cet événement et pendant combien de jours? Ça va se passer au Radisson le 28 janvier. Sur la route de l'aéroport? Oui. C'est ça, de 8h à 20h, une seule journée. Une journée. Une journée intense de formation, en développement personnel, en petite enfance et puis tout ce qu'il y a comme besoin dans l'éducation des enfants.
Alors tout à l'heure, vous avez parlé de dérives en fait, que les parents pourraient rencontrer dans l'éducation des enfants. Non. Quels sont les problèmes généralement que les parents rencontrent avec les enfants? Généralement, c'est des problèmes de communication, des problèmes de relations parents et enfants. Il y a même aussi des problèmes dans les couples, hein. Donc des problèmes de communication. Et je pourrais te donner par exemple un exemple, des parents qui sont séparés. Comment est-ce qu'ils gèrent au quotidien leur relation pendant qu'il y a un enfant au milieu? Donc souvent, ils ont la garde partagée. Et il y a des problèmes au niveau financier, comment on gère ça, comment est-ce qu'on s'occupe de l'éducation de l'enfant, son école, et il y a des parents qui ne se parlent plus. Donc, dans le fond, c'est l'enfant qui en souffre. C'est un âge assez sensible, hein, parce que je crois que c'est une période où on arrive même à reproduire. Si les comportements des parents, dans la psychanalyse, hein, si les comportements des parents souvent sont néfastes, il arrive qu'on retrouve ces comportements-là dans l'attitude des enfants quand ils deviennent adultes. C'est ça. C'est pour ça qu'il est très important peut-être de faire attention donc, à quelle éducation la petite enfance reçoit. Et c'est un peu l'objectif de votre activité. Oui. Élisée ? Nous sommes tous d'avis. Hein. Je dis que l'éducation des enfants reste un véritable défi, un challenge. Quand on regarde un peu comment notre société, en tout cas, se transforme quotidiennement, aujourd'hui, l'éducation des enfants reste plus qu'un défi. Est-ce que vous pensez objectivement qu'en une journée de sommet, on peut arriver à adresser cette problématique-là qui, pour moi, est le cœur même de la société? Non, en une journée, on ne peut pas parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de fléaux, beaucoup de défis à relever, mais il faut commencer quelque part. Okay. Donc, déjà, on commence avec ce sommet-là et on pourrait, par exemple, continuer un suivi pour des personnes qui voudraient, par exemple, se faire suivre par des experts qui seront là. Donc, il y aura des suivis qui vont se faire. Et puis, c'est la première édition. Donc, il y en aura d'autres. Vous faites bien, Madame, d'en parler parce que très souvent, on se dit que l'éducation de nos enfants ne concerne que nous. Alors qu'en général, on peut faire appel à des spécialistes lorsqu'on constate un certain nombre de défaillances donc dans le comportement des enfants. Et ces spécialistes-là, on pourra les rencontrer au niveau de votre sommet. Mais j'ai quelque chose à ajouter par rapport à ce que tu viens de dire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le parent, effectivement, qui est le premier éducateur de son enfant. C'est ça. Nous, on va juste accompagner le parent, lui donner des outils, des solutions pour que lui, à son tour, il puisse aller connecter avec son enfant et l'accompagner. C'est vrai. Parce que ça passe un peu mal quand on envoie l'enfant aller rencontrer Élisée Bologbo, qui est un spécialiste. En général, ça peut ne pas bien se passer. Spécialiste des débats. Quand on forme, moi, le parent, quand on me forme à pouvoir parler à mon enfant, peut-être qu'il y a beaucoup plus de chances de réussir. C'est l'objectif. Mais finalement, c'est quoi être un bon parent? Tous les parents sont bons. Il n'y a aucun parent qui, de nature, veut être un mauvais parent. Donc, généralement, un bon parent, on va dire, dans le temps, hein, c'est quelqu'un qui envoie son enfant à l'école, qui assure la nourriture, le quotidien, etc. C'est ce qu'on disait avant. Aujourd'hui, le regard de la société fait que les gens critiquent, même si tu places ton enfant d'une manière, on te dit c'est pas comme ça. Et ainsi de suite. Parce qu'on a eu un débat ici. Certains disent qu'il faut taper un peu l'enfant quand il fait des bêtises. Non, il ne faut pas le taper. On crie sur un enfant. Non, il ne faut pas lui crier dessus. Ça peut le traumatiser. Le règne de l'enfant roi avec Dolto, la méthode Dolto, c'est ça. Donc, vous avez bien raison. Hein. Aujourd'hui, ça évolue d'une société à une autre. À la limite d'une famille à une autre. Parce qu'avant, on disait que l'enfant, c'était l'enfant de tout un village. L'éducation de l'enfant, c'était appartenait à la société. Maintenant, vous avez votre voisin qui donne une fessée ou qui réprimande votre enfant. Vous avez votre voisin qui débarque chez vous. Je veux plus que tu parles comme ça, mon enfant. Et malheureusement, je fais un lien avec une information qu'on a. La police nationale donc, a interpellé des élèves en possession de boissons frélatées, des enfants. Donc on a retrouvé dans des endroits... Aux abords d'une école en plus. Aux abords d'une école, avec des boissons frélatées, des cigarettes. La cigarette et bien d'autres choses. Ça peut être un peu le résultat d'une démission des parents, vous en parliez. On pourrait le dire. Très bien. C'est un petit accent canadien, non? Oui, je suis ivoiro-canadienne. Très bien. Je me disais, les fins d'intonation étaient un peu canadiennes. Peut-être, je ne sais pas si vous alliez conclure, Brice, mais je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu un cas, parce que je vois qu'il y a eu un cas de désespéré qui
qui vous vient à l'esprit que vous pouvez nous raconter? Est-ce qu'il y a des situations irréversibles où tout peut se rattraper? Tout peut se rattraper. Ben, tout se rattrape. Mais ça prend beaucoup de temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais déjà, c'est pour ça qu'on commence à la petite enfance. Parce que la petite enfance, les 5 premières années d'un enfant, c'est là que tout se passe. Et cet enfant-là, la petite enfance, c'est les adultes de demain. Donc, ça va se répercuter soit dans son comportement, soit dans sa vie sentimentale et tout ça. Donc, on essaie déjà d'arranger tout ça, la petite enfance, avec un développement personnel. On commence déjà au bas âge parce qu'il faudrait qu'on donne... Ça ne concerne pas que les adultes, en fait, Non, finalement, le développement parce que vous personnel. voyez, quand on parle d'autonomie, les enfants ici en Côte d'Ivoire sont autonomes à quel âge? C'est une question que vous êtes posée. Ils sont déjà. très couvés, puisqu'on remarque que dans d'autres pays, en tout cas quand on arrive en Ici, Occident... il y a des enfants de 40 ans qui sont comme chez leurs parents. Justement. Ils jouent au ludo. Ils sont comme chez leurs parents. Même à 5 ans, ça évolue. même à 5 ans, Brice, il y a des enfants qui ne peuvent pas se chausser, qui ne peuvent même pas se prendre leur Parce que bain la nounou seul. fait tout. C'est C'est ça. ça. Alors qu'à 3 ans, un enfant de 3 ans doit être capable de porter ses chaussures sans lacets. Ça interroge aussi. Et justement, les spécialistes, justement, Sur ce sommet-là. l'apprennent aux parents pour dire, dans le ça. développement de votre enfant, à 3 ans, il doit pouvoir se chausser, à 5 ans, il doit Absolument. pouvoir faire ceci, à 10 Voici ans, les ainsi de suite, aptitudes les qu'il est capable de développer. voilà. Et si vous les étouffez, eh bien, vous étouffez son développement finalement. Quelles sont les conditions pour participer à ce sommet? Est-ce qu'il est ouvert aux parents et aux enfants? Est-ce qu'il y a une contribution à payer? C'est quoi au juste? Oui. En fait, c'est pour toutes les familles. C'est-à-dire, je peux venir avec mon épouse, mes enfants, tous on peut venir assister. Bon, les enfants, c'est sûr qu'ils ne vont pas bien comprendre Ok, d'accord. pourquoi ils Donc, sont c'est là. plus les parents, en fait. C'est ça, on n'aura pas un service pour s'en occuper, C'est ça. mais c'est la famille. Quand je dis toutes les familles, c'est les familles monoparentales, les familles recomposées, etc. Père et Les familles mère. qui ou, ne se parlent je sais plus, pas. c'est l'occasion de se reparler. Oui, c'est ça, parce que c'est long. Et de c'est 8 surtout heures à 20 l'objectif, heures, c'est donc, l'éducation, la réussite, In fine, l'éducation quoi. de C'est l'enfant. ça. Très Donc, bien. c'est les familles, les parents, les spécialistes à l'enfance et puis les intervenants Les à la conditions de petite participation. enfance. Les conditions de participation. Ben, ça coûte 50 000 D'accord. pour 11 heures d'affilée. C'est un back-to-back, là, parce que c'est vraiment chargé. Et il y a un buffet, il y a des pauses café. Ah, tout Vraiment ça dans les relax. écoles. Vous venez passer la journée, c'est un Absolument, séminaire pour parents. formation. C'est ça. Oui, C'est ça. c'est ça, c'est une formation. Régulièrement, hein, pour pouvoir C'est très important. assister à un nombre Merci. d'activités, souvent vous avez des parents qui disent « Ah, ça, on ne savait pas ». Et ça, c'est très important C'est ça. parce qu'on ne sait pas tout. Oui. Et c'est important de se frotter. Et même aussi de se frotter à des personnes qui peuvent avoir ou qui peuvent vivre les situations que vous Absolument. vivez. Donc, avec un échange de témoignages, on pourra donc On aura progresser. des ateliers, Des donc ateliers. ça va permettre aux participants d'échanger. Très bien. Et de- Élisée, la dernière question? Non, c'était juste pour bien. dire que... Non, c'était juste... Non, Il dit non, je c'était- termine avec ça. Non, ce n'est pas une question en réalité, mais c'est juste pour dire que je voudrais en tout cas féliciter madame Merci. et puis tous les initiateurs de ce projet-là. Parce que pour nous, aujourd'hui, l'éducation, pour moi, c'est le cœur de la société. Oui. C'est vrai que souvent, on se permet d'aller même en week-end. Hein, c'est-à-dire, on sort juste là, on dépense 100 000, 200 000, mais ça n'apporte pas forcément ce qu'on peut attendre C'est ça. d'un tel séminaire. Donc, je voudrais nous Exactement. encourager, nous tous, Merci. à vraiment participer. Bravo. Merci beaucoup. Est-ce que je peux rajouter quelque chose Allez-y. par rapport à ce que tu dis? Généralement, les parents veulent inscrire leurs enfants dans des écoles qui coûtent cher. C'est ça. Mais ils oublient que l'éducation se donne à la maison. Ce n'est pas à l'école. Ouais, là-bas, on Donc, recherche l'instruction. peut-être. C'est ça. Donc, il faudrait recentrer les choses, reconnecter les enfants avec les parents. Et puis, on Le aura une société qui sommet est en différente. parentalité, je vais rapidement à la pub, est prévu pour se tenir le samedi. Oui, le Donc, 28. le samedi 28, donc dans 2 jours. Y a-t-il un contact rapidement? On va vous accompagner? Oui. Vous C'est l'avez mon pas en numéro de tête? téléphone, mais Bon. je ne l'ai pas par Il n'y a cœur. pas de problème. par Alors, exemple. avant la fin de l'émission, on va le mettre se au faire bas un de- plaisir. Donc. Ok. Mais bas en de tout l'écran. cas, il se déroule au Radisson Blue. Radisson. Donc, vous avez la possibilité donc, de vous y rendre pour pouvoir vous inscrire si vous regardez cette émission. Ça nous a fait plaisir d'en parler. On est Merci. tous parents sur ce plateau. C'est ça. Et comme nous, il y a nos téléspectateurs qui vous disent merci, Madame Malade, d'être passée sur notre Merci, plateau. Brice. Merci beaucoup. On marque une courte pause. Derrière, on a d'autres informations des invités. Vous regardez le Grand Talk et ça nous fait plaisir. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk avec Isabelle. Dis pourquoi Bon, tu m'as menti, j'explique. Isabelle.
J'explique aux téléspectateurs pourquoi la chanson arrive, c'est pour se venger d'Isabelle. Je ne sais pas pourquoi. Isabelle a promis, elle va gâter le plateau. Il ne faut pas la voir si gentille comme ça, Isabelle. Ça se passe bien, Isabelle. Rassurez-vous. On a freiné l'ingé son dans sa volonté de vouloir proposer de la chanson. Pascal est avec nous. Pascal, tout va bien, ça se passe bien. Tout va bien, merci Brice. Pascal du sport, je rajouterai Pascal du sport. Il n'y avait qu'Élisée qui faisait la manette sur le plateau, mais là c'est bon. Tu ferais les off. C'est ça, Élisée est avec nous également. Et nous avons rejoint sur le plateau du Grand Talk comme deuxième invité pour cette émission, monsieur Zirillon Constant Delbé, je prononce bien. Vous êtes directeur des droits de l'homme. Bonsoir, comment allez-vous, monsieur le directeur? Bonsoir, monsieur, je vais très bien, merci. On est très très heureux de vous recevoir sur notre plateau. Il sera question de violences domestiques, de viols, de violences sexuelles et surtout d'un projet de loi pour renforcer la protection des victimes. Ça, c'était important. Oui, alors je voudrais préciser qu'il ne s'agit pas d'un projet de loi, mais bien d'une loi qui a déjà été adoptée et qui est en vigueur. Okay. Elle date du 21 décembre 2021 et elle vise à renforcer le dispositif en place pour assurer aux victimes de violences domestiques, de viols et de violences sexuelles autres que domestiques une protection efficace. Qu'est-ce que vous appelez violence domestique? Et parce que là, vous avez tout à l'heure dit violence domestique, les viols et les violences sexuelles qui sont aussi des violences domestiques. C'est quoi en fait les violences domestiques? Oui, alors les violences domestiques, elles sont définies par la loi du 21 décembre 2021 comme tous les actes de violence qui sont commis au sein de la famille ou du foyer, par un membre de la famille ou du foyer, contre un autre membre, ou alors contre toute autre personne qui vit dans la même maison que l'auteur des violences. Constituent également des violences domestiques, les violences qui sont des actes de violence qui sont commis à l'encontre d'un ancien conjoint ou d'une personne avec laquelle on a eu une relation de fait par le passé, ou même un conjoint, un concubin, ou alors des gens qui sont engagés dans une relation de fait. Alors toutes ces violences-là, c'est ça qu'on appelle les violences domestiques. Je vais essayer de résumer pour simplifier. Je suis marié avec quelqu'un. Si je lui assène des coups, c'est de la violence, vice-versa. Absolument. Elle aussi. Ou je ne suis plus avec quelqu'un. Et pour une raison ou pour une autre, je la retrouve quelque part dans la ville. Je lui dis, je ne lui parle pas bien, enfin comme on dit, je lui parle mal. Juste de violence verbale ou physique toujours. Tout à fait. Voilà. J'ai un enfant, et ça je crois que Madame Ala vient de sortir du plateau, j'ai un enfant. Est-ce qu'à ce niveau-là également on parle de violence lorsque peut-être j'estime corriger l'enfant. Oui, alors il y a quand même une démarcation à faire entre ce que vous appelez correction et violence domestique. Les violences domestiques, ce sont des violences qui exposent en réalité l'enfant à un danger. Voilà. Donc il s'agit bien sûr des violences entre conjoints, des conjoints à l'égard des enfants, mais également à l'égard des dames ou des hommes qui travaillent à la maison, des servantes ou des serveurs qui vivent avec nous dans la même maison, ou alors à l'encontre d'un neveu ou d'un cousin qui est venu étudier. En tout cas, c'est toutes les formes de violence qui sont exercées à l'égard de personnes qui vivent dans la même maison. Quand on se sent en situation quand on pense vivre une forme de violence, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la démarche recommandée? Est-ce qu'on se rend à un poste de police? Qu'est-ce qu'on recommande? Alors, je voudrais préciser que dans notre législation par le passé, toutes les violences que j'ai décrites tout à l'heure, mais qui ne sont pas définies par la loi de 2021, elles existaient déjà dans notre législation pénale. Okay. Il s'agit par exemple des coups et blessures volontaires ou du fait de soumettre une personne à des mauvais traitements ou à de la torture. Et tout cela constitue des infractions. Pourquoi cette loi? Mais c'est parce que par le passé, la protection qui était accordée aux victimes, elle intervenait au moment de la condamnation de l'individu. C'est-à-dire c'est quand on a fini de condamner l'auteur des faits,
qu'on lui fera interdiction de s'approcher du domicile de la victime, ou alors qu'on lui interdira une certaine partie du territoire pour ne pas qu'elle ait à rencontrer la victime. La difficulté avec ça, c'est qu'il s'écoule malheureusement un temps assez long entre le moment de la commission des faits et le moment de la condamnation. Et donc la victime était exposée à une répétition de ces faits. Et c'est là qu'intervient la loi. Absolument. Ouais. Et moi, j'ai envie de vous poser la question, quelle est la procédure de délivrance donc, de l'ordonnance de protection, finalement? Alors, je pense que votre question rejoint celle qui a été posée tout à l'heure et à laquelle je n'ai pas directement répondu. On peut s'adresser directement à la police parce que, comme je l'ai dit, il s'agit bien sûr d'infractions pénales et l'action publique peut être mise en mouvement. On peut également s'adresser au président du tribunal compétent pour lui demander une ordonnance de protection. Et le président du tribunal compétent, c'est le président du tribunal au choix du lieu de résidence ou du domicile de l'auteur des faits ou alors du lieu de résidence ou du domicile de la victime. Il n'y a pas longtemps sur ce plateau, on évoquait les cas de suicide en Côte d'Ivoire. Par rapport à ce nouveau dispositif, cette nouvelle loi qui vient s'ajouter à l'arsenal existant, quelle est la place des violences psychologiques, des violences morales qui, on le sait, peuvent conduire aussi à des drames familiaux dans cette loi du 21 décembre 2021? Alors, la question des violences morales constitue justement une grande réforme de notre législation pénale. Parce que ce qui était réprimé jusqu'à une réforme récente, c'était les coups et les blessures, c'est-à-dire les violences physiques. Les violences psychologiques n'étaient pas suffisamment prises en charge et donc le code pénal a été modifié dans ce sens pour que les violences psychologiques ou encore violences morales soient incriminées. Donc elles constituent une infraction pénale. Et donc, on peut juger une personne et la condamner pour violence morale. De la même façon, en cas de violence morale, on peut bénéficier également de mesures de protection. Monsieur Zegnan, si je vous donne un coup tout de suite, là, c'est visible. Hein, mais comment vous arrivez à prouver que sur vous, j'ai une forme de violence morale? Ça sera au juge d'en décider, au vu bien sûr des circonstances de l'espèce. L'exemple un peu caricatural que je donnerai de violence morale, et ça n'est pas si caricatural que cela, parce qu'on a des personnes qui vivent en couple avec une femme et qui, du jour au lendemain, décident de ramener, chaque fois qu'ils rentrent à la maison, une autre femme avec qui ils passent la nuit, au vu et au su de celle avec qui ils vivent. Je disais caricatural parce que ce n'est pas une forme commune, mais c'est une forme de violence morale qui existe bien en Côte d'Ivoire. Moi, je veux parler des violences, sur la question des violences domestiques. Brice a un peu anticipé, parce qu'aujourd'hui, on sait que généralement, quand on va porter plainte, ou bien quand on doit diligenter une enquête de la gendarmerie ou bien de la police, c'est sur la base de faits, de preuves. Est-ce qu'aujourd'hui, ces plaintes-là sont subordonnées à un certificat médical, à un élément de preuve qui peut déclencher tout ça? Ou juste, si moi je suis victime d'une violence domestique, je peux aller dire, voilà ce dont je souffre et autres, et cela peut enclencher derrière le processus? Oui, alors là, vous touchez un élément important, parce que jusqu'à maintenant, le certificat médical était une sorte d'exigence pour déclencher l'action publique. Et même pour recevoir la plainte. On disait, vous prétendez avoir été victime de coups, vous n'avez pas de certificat médical, allez en chercher un. Et la difficulté avec ça, c'est que les gens n'avaient pas toujours les moyens de se procurer ce document-là, donc ils préféraient laisser tomber. Alors, la loi introduit cette réforme importante dans le sens où, en cas de violence domestique, de viol ou d'autres violences sexuelles, on n'est plus obligé de produire par soi-même un certificat médical. Lorsqu'on se rend à la police ou à la gendarmerie, le policier ou le gendarme est censé informer immédiatement le procureur de la République qui, lui, par le moyen de la réquisition, peut demander à un médecin d'examiner la victime et de lui délivrer un certificat médical. Donc le certificat médical continue toujours d'être délivré, mais il n'est plus à la charge de la victime, il est désormais imputé sur les fonds de justice criminelle, correctionnelle et de Saint-Police qui sont logés au Trésor public. Vous me direz si c'est le vrai terme, mais j'ai cru percevoir que les dommages et intérêts étaient compris
entre 50 et 500 000. Pourquoi le législateur, si il s'avère que c'est vrai, s'est arrêté à 500 000? Ou bien il existe des dispositions pour que ce palier qui a été fixé puisse aller au-delà, étant entendu qu'aucune somme, bien sûr, ne peut réparer ou des violences physiques ou des violences morales et psychologiques. Oui, alors vous faites sans doute référence à la disposition qui régit les cas où la personne qui est condamnée, entre guillemets, à observer les mesures prononcées par le juge, refuse de le faire. En réalité, il ne s'agit pas de dommages et intérêts, mais d'une peine d'amende, qui est une peine principale. Quand on ne respecte pas la contrainte. Absolument, la contrainte qui est imposée par le président du tribunal. Donc la personne qui ne respecte pas la décision, il s'expose à être jugé et condamné à une peine d'emprisonnement qui va de 3 à 12 mois et à une peine d'amende qui va de 50 000 à 500 000 francs. Autrement, donc, les dommages peuvent être plus élevés. Absolument, les dommages et intérêts seront prononcés par le juge qui aura à connaître des faits, mais ce n'est pas exactement le même juge. Le juge dont nous parlons ici, c'est le juge de l'urgence, parce que je suis victime de coups et j'ai besoin de protection urgente. Je vais devant lui, il prend des mesures en attendant que le tribunal soit saisi et que la personne qui a porté les coups soit poursuivie et jugée pour les coups qu'elle a portés. Monsieur Delbé, on sait déjà qu'on est dans une société où généralement on est un peu affecté par le syndrome du silence. Les gens souffrent, mais ils ont du mal à en parler. Est-ce que moi, par exemple, si je suis témoin d'une telle scène de violence conjugale, que ce soit dans un foyer que je connais, est-ce que je peux, moi, m'ériger en porteur de plainte, aller voir, par exemple, les services de sécurité ou bien les services judiciaires pour dire que voici une telle personne est victime de violence? Oui, vous avez parfaitement le droit, la possibilité, je dirais même le devoir de le faire parce que après la non-assistance à personne en danger est quand même une infraction. Alors la différence, elle est juste terminologique. Quand vous êtes vous-même victime d'une infraction, vous portez une plainte parce que c'est la victime qui le fait directement. Mais quand vous en avez connaissance, on appelle juste là une dénonciation. Donc vous dénoncez des faits que vous-même n'avez pas subis, mais ça reste la même chose. D'accord. Est-ce que vous avez quelques chiffres, en fait, quelques statistiques relativement donc, aux violences domestiques? Oui, alors les statistiques dont j'ai pris connaissance font état pour l'année 2021 de plus de 4000 cas de violences domestiques. Oh. Et 4000 cas de violences domestiques, à mon avis, c'est beaucoup. Ouais, est-ce que vous avez une répartition de ces violences domestiques? Oui, alors elles sont constituées par les violences domestiques, j'allais dire classiques. Après, on a des viols, on a d'autres Qu'est-ce qui revient le plus de des façon populations récurrente? Les plus fragiles, ouais. celle qui est là parmi les plus atteintes? Ça va être les maltraitances, les violences domestiques et puis les violences sexuelles, mais au sens large du terme, parce que les viols aussi sont des violences sexuelles, mais elles sont distinguées dans la loi pour que, en lisant l'intitulé de la loi, on sache bien que tout cela est pris en compte. Monsieur Delbé-Zirignon-Constant, vous êtes directeur des droits de l'homme. On dit dura lex, sed lex. Elle est dure cette loi, mais c'est la loi. Elle peut emmener à condamner quelqu'un. Quelle assistance est-ce qu'on prévoit pour ces personnes-là qui, lorsque vous dénoncez un agissement d'un père, d'un oncle, d'un tuteur chez qui vous êtes, qui malheureusement, enfin heureusement, parce que là on vous en délivre, par la force des choses, est peut-être emprisonné. Est-ce qu'il y a une forme de... Quelle est la prochaine étape pour la personne qui porte plainte? Est-ce qu'elle est prise en charge? Est-ce qu'il y a une forme de suivi pour ne pas que toute la famille... Il y a des représailles derrière. Oui, alors cette loi-là ne fait pas partie des lois les plus dures, à mon avis. Ça va être la loi la plus sympathique de la Côte d'Ivoire parce qu'elle est en réalité protectrice pour les victimes. Elle n'est dangereuse que pour les auteurs de ces crimes qui, à mon avis, n'ont pas à être protégés. Alors... vous faites bien de poser la question parce que ce à quoi on assiste et ce qui nous est reproché généralement, c'est que des crimes, parce que le viol est un crime, se commettent. Et puis après, on a des leaders communautaires, des chefs de village ou des membres de la famille qui interviennent et qui décident de régler les choses à l'amiable.
cela n'est pas acceptable parce qu'un crime ne doit pas se régler à l'amiable. Voilà, c'est pour cette raison que lorsque on saisit directement le président du tribunal pour lui dénoncer des faits de violence de ce type-là, il a l'obligation d'en informer le procureur de la République pour que l'action publique soit diligemment mise en mouvement pour y faire face. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des ONG, il y a de la participation active de la société civile pour accompagner un peu vos actions. Est-ce qu'il y a, par exemple, un numéro vert pour les personnes qui souhaiteraient donc, dénoncer ces faits, ou enfin dénoncer les faits en tant que victime, ou comme Élisée, regarder chez son voisin pour constater qu'il y a des choses qui se passent? Oui, ces numéros-là sont... avec Isabelle dans le même... Non, pas dans le même registre. Ces numéros-là existent, bien sûr, mais c'est là où je n'ai peut-être pas tout mais il n'y a pas de pris en problème. compte, mais je ne suis pas en mesure de vous le donner. Il n'y a pas de problème, monsieur le directeur, on le fera, il n'y a pas de problème. Vous avez parlé tout à l'heure de règlement de situation à l'amiable pour les crimes. Est-ce qu'à titre personnel, vous pensez qu'on devrait normalement poursuivre tous ces gens qui veulent régler en fait ce genre de situation à l'amiable pour éviter en fait que ça se répercute et que ce soit de façon récurrente? Oui, moi je serais favorable à cela. Mais je pense que le plus important à faire, c'est de sensibiliser les populations pour qu'elles prennent bien conscience de la gravité de l'acte et qu'elles prennent conscience qu'elles n'ont pas à interférer dans le cours de la justice. Parce qu'en le faisant, elles imaginent régler les situations de façon sociétale, alors que là, elles encouragent d'une certaine façon. Oui, bien sûr, parce que quelqu'un qui commet un viol ou une autre violence sexuelle qui n'est pas puni, ça crée un sentiment d'impunité et le sentiment d'impunité crée la répétition. La récidive, oui. Absolument. Monsieur Delbé-Zirignon Constant, merci d'avoir été sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes directeur des droits de l'homme. Vous avez accepté d'être en notre compagnie. On aura d'autres occasions. Si... J'espère que vous reviendrez. Oui. Mais je reviendrai avec plaisir, surtout que je vous dois un numéro vert. Merci. On a la bonne raison. On va marquer notre pause avant de poursuivre notre grand rendez-vous. Non, en fait, vous avez un numéro vert. Du coup, tous les voisins, c'est tous les voisins d'Élysée qui ont commencé à m'écrire. Ils vont commencer à faire attention, Élysée. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Je regarde Élysée en parlant parce que je me méfie de vous maintenant. Mais pourquoi? J'ai l'intention de regarder chez les gens pour dénoncer ce qui ne va pas. Non, pas du tout. Vous êtes un justicier. Non, c'est pas exactement ce qu'il a dit. Et vous êtes en train de tuer dans l'œuf les velléités d'assistance à personne en danger. D'Élysée? Pas du tout. Non, je regardais la bande-annonce parce que d'ailleurs vous avez rendez-vous à partir de 20h30 avec Connie et ses Super Queens au Live Weekend. Oui. Vendredi. C'est vendredi. Merci Isabelle. Vendredi. Non, je regardais la bande-annonce et puis je me dis, elles font des choses quand même, ces filles. Hein. Il y a du karaté, il y a du vélo, il y a de la danse. Bon, d'accord. Il y a de la répartie en plus. Aussi. Non, mais il y a de belles choses qui se font là-bas. C'est une très belle émission. Allez, je vais ramener un vélo demain sur le plateau. Élisée, vous en doutez. Justement, vous avez la parole, Élisée. On se tourne vers vous pour votre rubrique. Je tiens à signaler que le jingle. Exactement. Il n'est pas là, il n'est pas de mon fait. J'ai dit que j'allais dire des noms. J'avais dit Martial. C'est plus Martial. On m'avait dit Christian. Non, c'est plus Christian. Maï. Voilà. Je pense Vie de la nation avec Élisée Bouloubeu. Maï nous aime tellement et je suis convaincu que d'ici quelques semaines à venir, nous aurons le jingle. En tout cas, jusqu'à la fin de la saison, on aura le jingle. J'en suis convaincu. Ça fait des mois. D'accord, ok. Je reviens sur un sujet dont on avait parlé il y a quelques jours en arrière, mais on a parlé en l'annonçant, mais cette fois-ci, c'est effectif. Vous l'aurez imaginé, c'est cette enveloppe de 1 milliard de francs CFA que l'État du Côte d'Ivoire met à la disposition des startups. Justement, dans la perspective de permettre vraiment aux jeunes Ivoiriens de pouvoir s'insérer dans le tissu social, le gouvernement a initié un ensemble de programmes. Et parmi ceux-ci, il y a le Startup Boost Capital, qui est cette initiative-là de financement des startups. Déjà, il faut retenir que le lancement a eu lieu le 24 janvier dernier, en présence du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi, Jeunesse et Services civiques. Mais pourquoi cette tête, Brice?
J'essaie d'être là tous les jours. Ok, d'accord. Donc, comme je l'ai dit, c'est un programme qui s'inscrit dans l'ASCAT du programme social du gouvernement, le PS-GOUV, qui s'étend sur la période 2022-2024. Et donc, c'est une enveloppe de 1 milliard de francs CFA que le gouvernement met à la disposition des startups. Il convient de préciser que ce programme est le résultat d'une convention tripartite impliquant, outre le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi jeune et du service civique, nous avons le CI20, entendez par là Côte d'Ivoire Innovation 20, qui est un collège de 15 entreprises technologiques dirigées par des jeunes Ivoiriens et dont 11 parmi elles ont déjà remporté le prix d'excellence. Donc, c'est vous dire en fait la qualité de ce consortium-là. Et enfin, de cette PME, ou du moins de cette institution de microfinance qui est Finel, qui, elle, se chargera du côté du volet financier. Startup Boost Capital concerne les startups, comme on l'a dit, ayant déjà des revenus et qui existent depuis quelques mois déjà, au moins 6 mois d'existence. Voilà. Et parce que souvent, les gens, ils ont entendu qu'il y a 1 milliard à Zou. Voilà, donc déjà pour bénéficier de ce financement-là, parce que c'est des prêts qui se tendent sur 6 mois jusqu'à 2 ans. Et ça varie à partir d'1 million de francs CFA. C'est une enveloppe justement qui va être répartie entre plusieurs startups. Voilà, sur plusieurs startups. Donc déjà quelques critères pour pouvoir bénéficier de cette enveloppe-là, de ce prêt-là que l'État met à la disposition des startups. Avoir déjà un des fondateurs de cette startup-là qui soit de nationalité ivoirienne, avoir une composante tech dans le produit business model de cette startup, avoir une entreprise qui existe en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, depuis au moins 6 mois. Voilà. Avoir un produit ou service disponible sur le marché depuis au moins également 6 mois ou justifier d'une expérience ou d'une expertise des fondateurs d'au moins 3 ans. C'est-à-dire, je ne vais pas venir au début de start-up dans la robotique. Bon, ça, tu me vois chaque soir ici, voilà, vraiment depuis quand j'ai cette expertise en robotique. Voilà, et puis il faudrait aussi que cette start-up-là puisse, dans son activité, générer des revenus. Avoir également déjà créé ou participé à la création d'un incubateur, ça, le gouvernement tient vraiment à ça, ou d'un accélérateur reconnu à l'international ou en Côte d'Ivoire. Donc, voici un peu les critères pour ces startups-là pour bénéficier de cette enveloppe et pour pouvoir permettre vraiment à ces startups de s'orienter de manière efficace vers ces structures-là pour pouvoir bénéficier de ce financement. Vous me permettrez de donner quelques contacts. Donc, parmi ceux-ci, il faut déjà noter que les inscriptions se font sur le site Internet de l'Agence Emploi Jeunes, au sein de ces agences-là au niveau régional ou aussi au niveau des guichets de l'Agence Emploi Jeunes. On peut aussi aller également sur le site www.agenceemploi-jeunes, avec S à la fin, bien sûr, de jeunes.ci, et puis bénéficier de ce montant minimum de 1 million de francs CFA. Moi, je peux déjà vous garantir que ma start-up est candidate. Je ne vous dirai pas en quoi est-ce qu'on est expert, mais on a un volet tech. Robotique. Voilà, donc c'est sur ce, prends fin ma chronique. Le jingle de fin. Voilà, c'était la chronique Vie de la Nation avec Élisée Bolougbo. Merci. Je vous en prie. Mais c'est très bien. Moi, je suis content parce que quand on évoque des situations, il y a des grands projets, mais là, vous dites qu'on est passé du projet à la phase d'exécution. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. C'est exactement ça. D'accord. Ben, après, on va regarder comment les startups pourront bénéficier de ces différentes enveloppes. C'est ça. Déjà, les 1 milliard, c'est pour la première année. Ça, il faut déjà le dire. Et comme généralement, pour suivre un peu le modèle du FACI, le fonds d'aide aux femmes. Voilà, ça par exemple, on a commencé sur 1 milliard. Aujourd'hui, on est pratiquement à environ près d'une quinzaine, voire une vingtaine de milliards. Donc pour la première année, on a 1 milliard. On espère que ça sera tellement bien géré qu'au final, on se retrouvera peut-être avec 2-3 milliards. Donc ce sont des prêts en fait qui sont faits C'est des prêts concédés, voilà. Oui. Des prêts qui vont sur une durée de 6 mois à 2 ans. Oui. Donc j'imagine que ces jeunes-là seront accompagnés pour pouvoir rembourser les prêts. Bien évidemment. Okay. Comme fonctionne l'agence emploi jeune, que tu sais très bien d'ailleurs. Pardon. Ça, c'est bas, ça. C'est vrai que je suis d'accord avec vous, je suis d'accord. Et quand c'est comme ça, je ne sais pas, il peut globaliser d'ailleurs. C'est ça. Moi, je me tenais en dehors des scuds, j'ai réussi à échapper. Non, mais Élisée, c'est cette place-là, c'est une place de balance. C'est vrai, quand on est là-bas, il y a un esprit. On sait pour Kevin, s'il nous regarde depuis là où il est, depuis Paris. Mais moi, je tenais vraiment à féliciter Steven Bedi, qui est le président donc, du CI20, donc du groupe en fait, du collège des 15, exactement, de jeunes entrepreneurs, etc. Et c'est quelqu'un qui fait beaucoup bouger les lignes pour faire avancer en tout cas tout l'univers de l'innovation, des startups, etc. Et moi, je me rappelle en tout cas qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on avait travaillé sur un projet de loi qui a été adopté donc ce mois-ci. De la loi exactement, la promotion de la loi donc, des startups. Et donc voilà, c'est à saluer.
C'était Ben, Brice, la durant vie ton de la tour, j'ai rien nation. balancé. Non, c'était la suite et la fin de la vie de la nation, à part Isabelle Vavor. Non, mais On rajoute un jingle. en fait, Élisée, il peut rajouter Voilà. un dernier mot. Comme ça, tu conclus en même temps. Non, ça va, c'était terminé d'ailleurs. Non, j'ai fini, moi, j'avais Vu pas qu'on fini. est rentré un peu dedans. Bon, s'il vous plaît, on me signale votre jingle n'est pas très efficace. On me signale qu'on a une bonne nouvelle. Eh bien, le président est de retour quand même, en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, notre président est de retour. Voilà. Déjà, il faut signifier que jusque-là, le DAF ne nous a pas encore reçus. C'est important de toujours le dire. Monsieur le Président, Souvent, les DAF ne te reçoivent pas. Hein. voilà. Grand bonheur pour moi. Allez, Élisée, vous Il y a m'aidez la avec le valise, manteau. le manteau. Voilà, la attendez, manteau du le président. Bien sûr, je reviens de Ouais, Paris. président, laissez la valise à côté Voilà. ici. Ils Voilà. ont On va une mettre valise le couleur manteau. pêche. Merci. Voilà. Le voyage était agréable. Merci. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, bonsoir Brice. Bonsoir. Le président Bonsoir, Ascobi, vous avez été mesdames. reçu à déjeuner donc, par le président français Emmanuel Macron. Bien sûr, je vois que vous êtes bien informé. Mais déjà, je voudrais me rassurer de ce que Élisée vient de dire. J'espère que vous avez reçu vos commissions, j'espère. Le DAF ne nous a pas encore reçus. Il ne nous a pas encore reçu. Toujours pas. Voyez-vous, la semaine surpassée, j'ai remis des enveloppes à Kevin Aubin. Pour Ça vous s'est remettre. dilué. Ah, ben non. Pardon? Par la mauvaise personne. Ah, ça, c'est la mauvaise Il est personne. allé à Paris avec Je répète, j'ai remis des enveloppes pour chacun de vous à Kevin Aubin. J'espère que vous Il les a avez- gardés comme à son Ah ben, tout de habitude. même. Mais, Monsieur le Président, Je vous croyais êtes... que c'était un garçon sérieux quand même. Si, mais pas devant l'argent, là. Ah ben d'accord. Chacun ses limites. Il y a des nouvelles de Richard. Monsieur le Abou. Président, je pensais que vous êtes venu, mais vous êtes tout seul, alors que vous êtes parti avec votre épouse. Oui, mais effectivement, nous Elle est avons été où? reçus par le président Emmanuel Macron et mamie Brigitte, pardon, la première dame Brigitte. Je suis habitué à l'appeler mamie parce que mes petits-enfants l'appellent ainsi. Très bien, monsieur Vous le Président. connaissez les liens de fraternité entre la Côte d'Ivoire et la France. Et bien évidemment, je devais être là avec Fantagbe, mais vous savez que c'est une femme battante. Et dès notre arrivée, bien sûr, à l'aéroport, elle a continué pour récupérer ses 2 bras de tontine. Ah, elle fait tontine. Ah, bien sûr, bien sûr. Donc, On moi, appelle je ça suis des venu. bras. Ah ben, c'est ce qu'elle m'a dit. Et je suis fier d'avoir épousé une dame aussi battante. C'est le cas de le dire. Monsieur le Président, C'est un grand bonheur. vous avez parlé de quoi avec le président français? Voyez-vous, nous avons parlé de la coopération bilatérale et bien sûr aussi, bien évidemment, de la situation sous-régionale. Et bien évidemment, nous avons pris des mesures. J'ai profité pour prendre l'exemple sur la France en termes de décentralisation au niveau des chefs traditionnels. Et j'ai été surpris de voir sur la liste des chefs traditionnels le nom d'un certain roi 12-12. Je dis, mais attends, je ne suis pas sûr, j'ai même la liste encore avec moi dans ma veste. Oui. Je regarde bien la liste, j'appelle Patrick Hachi, je dis, mais Madougbe, quel est ce nom que je vois? Qui Madougbe, c'est qui? Ben, enfin, c'est son nom, son petit nom en Conseil des ministres. Ah, d'accord. Et donc, je demande qu'est-ce que le nom du roi 12 fait là, sur la liste des chefs traditionnels. Il me dit, Président, nous allons vous produire un rapport à votre arrivée. Nous allons bien vous expliquer. Pourquoi le roi 12-12 se trouve sur la liste Non, des mais chefs celui-là, traditionnels? je crois que je vais le recevoir peut-être en semaine. Voilà. Très bien. Et donc, voilà un peu ce de quoi nous avons parlé. Et ça a été très fructueux pour Alors, les Ivoiriens. Monsieur le Président, comme vous venez d'arriver, je ne vais pas vous retenir longtemps, mais juste un petit mot concernant donc, le Chan. Pardon? Le Chan. Ah, mais bien sûr, c'est un événement important. Et j'ai demandé à ce que 500 supporters aillent. Je crois que ça a été fait. Et j'ai tenu à ce qu'ils reçoivent leurs primes spéciales, les primes présidentielles pour ces supporters. Alors, qui si c'est célèbrent- chez le même DAF, vous pouvez être sûr non, qu'ils non, ne les non. recevront pas. J'ai signé avant de partir, chaque supporter recevra 9 000 francs de ma part. Voilà, comme Mais prime. quelle générosité. Franchement, Tout de même, franchement. hein, je suis Merci, Monsieur le le père de Président. la nation tout de même. Tout de même, tout de Voilà. même, tout de même. On était très heureux. Hein. On sait que vous rentrez de voyage, Bien il y a le sûr, manteau bien sûr, hein, bien qui sûr. fait foi. Je crois que je vais partir même. Je ne vais pas terminer l'émission avec vous, Voilà, si vous permettez. on Voilà. vous laisse partir. Voilà, Merci je vais. beaucoup, Monsieur le Président. Merci En tout cas, bien. madame, merci, avait un super manteau. Ah ben, merci, merci, merci. Et vous avez une belle veste. Je vous remercie. André Bois vous donne rendez-vous hein, pendant que le président il fait ce qu'il veut, c'est le président. C'est le président. Voilà, faites ce que vous voulez. Voilà, c'est le président. André Bois vous donne rendez-vous juste après le JT pour Sans langue de bois. Et son invité, c'est Marc Zoro, qui est footballeur. On parlera de vision. Voilà, le président n'est toujours pas Il a parti. soulevé même la valise au final. Il n'y a pas de Il a protocole. plus roulé. Il y a plus de protocole dans la République. Ah bah tiens, il y a un À protocole demain. qui a été... Bonsoir mesdames, messieurs, merci d'être fidèles à cette chaîne, merci d'être fidèles à ce programme Sans langue de bois que nous vous proposons
tous les jeudis dans la suite du Grand Talk. Sujet politique, économique, sujet de société. Et puis jusque-là, on s'est bien demandé où était passée la grande passion des Ivoiriens, le football. Eh bien, chose qui va être réparée dans un instant seulement, puisque nous allons recevoir ici même un ancien international de Côte d'Ivoire, des éléphants de Côte d'Ivoire. Il a fait quelques heures des gloires de cette équipe nationale. Il est avec nous aujourd'hui pour que nous parlions justement de son activité récente. C'est bien sûr la création d'une association de footballeurs. Lui, c'est bien sûr Zoro Marc qui est avec nous. Bonsoir Zoro Marc. Bonsoir André. Alors nous sommes avec vous ce soir en votre qualité de président de l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire, UFPCI. Alors, vous avez créé cette association, parlons-en tout de suite. Oui. Est-ce à dire que vous êtes, on va dire, l'image de la division des footballeurs ivoiriens, cette association? Nous sommes l'image du renouveau footballistique en Côte d'Ivoire. Vous dites renouveau? Oui. Renouveau parce que nous sommes en train d'apporter un changement dans ce monde footballistique qui avait perdu son identité et sa clarté. Ouais. Voilà. Vous pensez qu'il y a eu un moment de fracture et vous êtes censé le réparer. Mais restons quand même sur ce moment de fracture-là. Pourquoi vous n'auriez pas pu régler ces tensions à travers une association commune au lieu de vous retrouver aujourd'hui avec deux associations? Mais c'est normal puisque, André, il faut comprendre qu'il y a plusieurs associations dans toute entité. Oui. Donc, chacun de nous a le droit de créer une association pour accompagner les membres de cette association. Donc, il n'y a pas lieu de problème ni de division. Non, parce que là où nous, les autres Ivoiriens, on a un petit malaise, on ne va pas durer là-dessus, vous allez voir, on va parler après de votre programme. Ouais. On a un petit malaise, c'est que vous êtes des icônes de notre football. Vous êtes pour nous, on va dire, ceux qui rassemblent l'ensemble des Ivoiriens. Donc vous voir comme ça, vous chamailler pour des questions de pouvoir d'une association ou en tout cas de ce que vous pouvez faire pour le football ivoirien, ça provoque un malaise. Mais il faut comprendre qu'il n'y a jamais eu de malaise ni de problème entre moi et mes jeunes frères et mes frères qui sont en face. Ouais. En aucun moment on a eu à se chamailler, en aucun moment on a eu à se diviser. C'est les gens qui pensent cela parce que Quels gens pensent? Moi, je ne pense pas. Ça se voit sur la place publique. Vous aviez une seule association, Oui. la FI, dans laquelle vous étiez rassemblés. Vous pouvez avoir vos petites dissensions. Attention. Mais vous l'avez exposé à la face de la nation en disant, ben nous, ça suffit, on ne peut pas marcher ensemble, on va créer notre... C'est ça que les Ivoiriens ressentent. Faut pas Comment vous jugez ça, Non, Zoro Marc? attention, André. Il ne faut pas confondre les choses. Ouais. En aucun moment, l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire a eu à dire que, voilà, à partir de maintenant, c'est fini, on n'est plus avec Thiès ou bien Pierre ou Paul. Non. Ouais. Nous sommes arrivés, on a dit à la population ivoirienne du côté footballistique que voici une association qui est aujourd'hui là pour aider les joueurs. Maintenant, 1 plus 1, ça fait 2. En aucun moment, nous et ceux qui sont en face, qui sont mes frères, on a eu à se chamailler et à faire la guerre. Vous n'avez jamais vu dans les médias, sur les réseaux sociaux, que moi et le président, mon grand frère Cyril de Morémont, nous nous sommes chamaillés. Ça n'existe pas. Il y a eu un quiproquo, ou bien un malentendu, ou bien... C'était quoi le quiproquo, le malentendu? Revenons là-dessus pour éclairer quand même l'ensemble de nos téléspectateurs. Il y a eu, comment je peux dire, une désinformation concernant la FIF qui a dit qu'elle ne nous reconnaissait pas. Donc, ça a été une erreur de sa part. Donc, après, les choses se sont arrangées parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de travailler en toute tranquillité. En toute tranquillité. Ouais. Les choses se sont arrangées, vous allez me dire comment. Est-ce que vous êtes reconnu aujourd'hui par la FIF? La FIF, je l'ai expliqué 1000 et 1000 fois, mais non, même avec s'ils ton n'ont pas respect, à vous voilà. reconnaître, comme vous dites, mais le fait de travailler avec la FIF, c'est quand même, ça montre que vous êtes aux côtés de la fêtière du football. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Mais c'est normal parce que la FIF est, comment je peux dire, le patronat. Ouais. Donc, c'est normal que c'est la FIF qui organise, comme on appelle, le championnat ivoirien. Donc, les joueurs sont des prestataires. Donc, nous sommes là pour veiller à ce que ces prestataires-là soient dans de bonnes conditions. Donc, en un mot, nous sommes la gendarmerie, pour ne pas dire la police, de cette FIF. Parce qu'elle met en possession de l'argent à des différents présidents qui doivent être remis aux joueurs pour que ceux-là puissent produire un spectacle de qualité. Donc, si cela n'arrive pas à bon port, c'est à nous de faire savoir à la fédération que voilà, ce que vous avez remis n'est pas arrivé à bon port. Donc, pour nous, il n'y a pas lieu de grincement des dents, mais il y a plutôt une juxtaposition
et l'union pour qu'on puisse travailler ensemble. Vous parlez d'union, donc aujourd'hui, il faut que vous trouviez le cadre pour pouvoir parler avec la FIF. Vous le faites comment? Puisque la FIF, on va dire, reconnaît, parce que bon, c'est ce qui se passe, une association. Quel est votre cadre pour pouvoir parler avec cette FIF-là? Mais écoutez, nous déjà, on a eu à faire un courrier à la FIF, oui. On a fait un courrier au ministère des Sports, à la primature, au président de la République, pour faire savoir qu'il y a une association qui existe et qui rentre dans le vaste chantier de l'État. Donc, on a été reçu par la maison mère du sport en Côte d'Ivoire, en l'occurrence avec son ministre. Le ministère? Le ministère, ça s'est très bien passé. Il nous a encouragés, il est quand même heureux. On pense que c'est déjà bon. Il vous a encouragé, mais il a essayé aussi de vous encourager à repartir peut-être dans une association commune ou pas? Non, il n'a jamais parlé de ça. Okay. Il a dit, la vidéo est là, il a dit qu'il encourage chacun de nous à apporter sa pierre à l'édifice. Très bien. Et ça a été un message important pour nous, pour avancer dans ce que nous sommes en train de faire. Très bien. On va parler quand même de votre cadre légal. Vous existez sur quelle base? Aujourd'hui, vous avez rencontré différentes autorités. Votre base légale est-elle garantie? Et qu'est-ce que, justement, qu'est-ce qui sous-tend aujourd'hui, on va dire, toutes les ambitions de votre union? Jean-Luc, il faut comprendre que d'abord, pour créer une association, il faut passer par les voies qui sont appropriées. C'est ce qui a été fait. Très bien. Et viser son objectif. Les gens pour lesquels, ou bien la chose pour laquelle nous avions été créés, qui sont les joueurs, il faut les approcher, leur parler et en plus les avoir comme membres. C'est ce qui vous rend légitime vis-à-vis de ce que vous êtes en train de faire. Donc, c'est ce qui a été fait et c'est dans ça que nous sommes en train d'avancer et ça se passe très bien. Ça se passe très bien, vous me dites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes, vous, avec votre sœur de l'AFI, à la course aux membres. Est-ce que, là, aujourd'hui, on va dire que la majorité des joueurs du football ivoirien, ici professionnels comme peut-être ailleurs, sont membres de votre union? Jean-Luc, André, il faut Jean-Louis, c'est mon frère là. André, il faut comprendre une chose. Nous, en notre temps, on a été des joueurs, on a apporté un plus à la Côte d'Ivoire. On a eu la chance d'être ce que nous sommes aujourd'hui, à travers le bien-être ou bien l'écosystème qui était vraiment de qualité. Et aujourd'hui, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas apporter l'écosystème qui était là avant à notre jeune frère? Raison pour laquelle nous sommes là pour apporter un plus. Nous ne sommes pas là pour nous diviser. Nous ne sommes pas là pour un individu ou bien pour une association. Je le dis que... C'est la crainte de certains de vos camarades. Ils disent que vous ne battez campagne que pour Drogba. Et donc, à ce moment-là, votre ambition pour le football ivoirien n'est pas totalement claire ou totalement celle que vous affichez, en fait. Mais moi, je vais forcément préparé. André, moi, je vais vous dire que c'est quand même une grave erreur parce que le football ivoirien ne tourne pas autour de Didier. Ouais. Didier, c'est un ami, on a eu à travailler ensemble et nous allons continuer à travailler ensemble. Déjà, comme je le dis, on a besoin de lui puisque c'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup. Évidemment, l'aura de Didier Drogba. Donc, Didier, c'est un ami, mais Didier n'est même pas dans l'association. On ne l'a même pas encore rencontré. Bon, on va le rencontrer parce qu'on a besoin de lui comme un membre de l'association. On a aussi besoin de vous comme... Faites-moi une petite confidence. Oui. Vous pensez qu'il va venir dans votre association ou il va aller à la FI? C'est une petite confidence. André, vous avez la réponse. J'ai la réponse, vous me dites. Alors, aujourd'hui, ce serait bon qu'on sache maintenant comment vous parlez entre footballeurs. On va commencer par la tête. Est-ce que vous et votre grand frère, comme vous dites, Cyril Domoro, vous parlez? Est-ce que vous avez des dossiers communs sur lesquels vous réfléchissez? Mais il faut savoir qu'il n'y a jamais eu de problème entre lui et moi. Oui, vous l'avez dit, mais parce que vous êtes parlé. Oui, donc il est dans sa vision. Ouais. Je suis dans la mienne avec mes collaborateurs. Ouais. Donc nos voix ne se croisent pas et il est en train de faire du bon boulot et nous aussi. Voilà. Donc, vous aussi, c'est ce que vous dites. Donc, en gros, soyons cash, vous ne vous parlez pas. En tout cas, vous ne parlez pas des mêmes intérêts ensemble. Je ne sais pas. Vous dites vous ne savez pas. Ça, c'est entendu. Parlons du programme de l'UFPCI. L'UFPCI, quand même, a un programme pour les locaux, notamment. Ça tombe bien, hasard du calendrier, on parle du CHAN. Comment, justement, à travers une telle compétition, qui est quand même pour faire la promotion des joueurs locaux, comment vous vous positionnez, comment vous montrez que vous êtes en action au profit des joueurs locaux? Mais déjà, André, il faut savoir qu'il y a du boulot, il y a beaucoup de choses à faire. Actuellement, nous sommes en période de mercato et nous sommes tout le temps au téléphone en train de parler avec les présidents des clubs, avec les secrétaires, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été virés des clubs sans moindre sou
sans moindre collaboration, parce qu'il est important pour l'employeur, avant de virer ou de licencier un joueur, de l'appeler et de parler avec lui. Et je pense que même votre nounou à la maison, avant de la virer, vous faites asseoir votre nounou, vous dites, j'ai plus besoin de tes services, il faut partir. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de batailler. Maintenant, pour revenir sur la CAN, il faut... Avant la CAN, revenons quand même, vous avez parlé des questions contractuelles, mais il y a un contrat qui lie chaque joueur de Côte d'Ivoire à son club. Donc si vous êtes en train de nous dire qu'ils sont, on utilise l'expression comme ça un peu violente, ils sont virés sans ménagement, ça veut dire qu'il n'y a pas un respect même de la législation, parce qu'il y a un contrat, et la FIFA et toutes les instances, c'est les contrats qui régissent les clubs et les footballeurs. Donc vous êtes en train de nous dire ce soir, et je vous donne la parole, qu'en Côte d'Ivoire, la majorité des clubs, ou en tout cas beaucoup de clubs, ne respectent pas les contrats qui les lient aux joueurs, ou bien ces contrats n'existent pas? Il y a deux choses en un. Il faut savoir qu'il y a des contrats qui n'existent pas. Il y a des joueurs qui n'ont pas de contrats. Il faut savoir que quand vous signez un contrat avec votre employé, chacun doit avoir une copie. Très bien. Déjà, quand on signe un contrat avec un joueur, il faut légaliser le contrat avec la fêtière. Chose qui n'existe pas. Qui n'existe pas du tout. Ça, c'est le constat de votre union? C'est pas le constat, c'est l'enquête qui a été menée et c'est les résultats des enquêtes. Oui. Donc, à cet effet, il y a des joueurs qui sont licenciés sans même savoir ce qu'ils doivent faire. Et c'est grave. Maintenant, les contrats même ne sont même pas homologués, ne sont même pas enregistrés. Et ça fait partie de notre perspective dans cette année 2023 de parler à la FIFA. Ça, ce sont des révélations graves quand même. Mais c'est très grave. Est-ce que, là, on indexe directement la fêtière, est-ce que la fédération est bien au courant ou l'information lui a été remontée par vos soins? Mais moi, je vais vous dire déjà, on a eu à faire, comme on appelle, un point de presse. Dans ce point de presse, on avait dit qu'on a adressé un courrier à la fêtière qui est restée dans cette histoire. Et chose qui n'est pas appréciable. Je les ai appelés plusieurs fois. On a eu à échanger parce que nous nous rencontrons partout. On a de bonnes relations. Mais il y a un problème grave. Il y a un problème grave. Soit la fêtière ne sait pas, soit la fêtière ne veut pas regarder. Et c'est vraiment grave. Et la fêtière pourrait être complice. C'est ce que ça peut sous-entendre? Mais je le dis, la fêtière pourrait être complice. Oui. Et raison pour laquelle l'Union des footballeurs professionnels arrive pour qu'il y ait ce changement. Très bien, le football. Et je veux dire encore que cela fait partie de notre perspective de l'année 2023, homologuer en bonne et due forme les contrats entre l'employeur et l'employé. Très bien, ça fait partie de votre programme. Un mot, justement, on revient là-dessus rapidement. Voici le CHAN, c'est une belle vitrine pour la promotion, justement, de nos footballeurs locaux. Comment vous faites, comment vous exploitez, justement, ce grand moment où on doit être tous derrière les éléphants locaux, comme on dit? Mais il faut le savoir que nous sommes tous derrière les éléphants parce qu'ils vont représenter notre nation, notre couleur, et il est important qu'on soit unis derrière ces jeunes gens-là. Et j'ai regardé les deux premiers matchs, c'est le reflet de notre championnat qui n'a pas de goût. Mais le troisième match, ça a été un sursaut d'orgueil où nos jeunes gens... Mais le troisième match, c'est aussi le reflet de notre championnat. Non, mais... Vous ne pouvez pas cataloguer que la défaite serait justement le reflet de notre championnat. Et bien là où on gagne, ce ne serait pas le résultat, le fighting spirit qui est enseigné sur nos terrains tous les dimanches. Il faut ça. André, moi je vais vous dire que je suis technicien. Oui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, j'ai joué au foot. Donc, j'ai quand même l'œil compas de l'ancien joueur. Et je sais comment ça se passe dans le vestiaire. Je sais comment, à un certain moment, on s'est dit, bon, écoute, ça n'a pas été bon les deux premiers matchs, il faut se battre. Alors, sur les deux premiers matchs, puisque vous avez l'œil du technicien, l'œil pointu, c'était quoi? C'était des problèmes de management? C'était des problèmes tactiques? C'était quoi, selon vous, qui montre que là, il y avait une forme de faiblesse liée à notre football national? Mais moi, déjà, je ne veux pas critiquer la sélection des joueurs. Mais je veux dire qu'il faut laisser la latitude à l'entraîneur de sélectionner les joueurs lui-même. Ça fait un. Et de deux, il faut qu'il y ait une préparation. Parce que c'est la préparation qui détermine la qualité de jeu au cours d'un championnat ou d'un tournoi. Il n'y a pas eu une préparation digne d'une équipe comme la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est des choses à ne plus répéter. Parce que nous avons suivi la préparation de la Côte d'Ivoire en long et en large, et ça n'a pas existé. Et les joueurs n'ont pas été sélectionnés. Je veux dire que l'entraîneur, avec tout le respect que je lui dois, il n'a pas eu la même mise sur la sélection. On revient là-dessus, parce que vous avez dit ça en début de vos propos, je vous attendais là-dessus. Vous pensez que l'entraîneur Aïdara
n'a pas les mains libres. Ce n'est pas aujourd'hui un entraîneur, on va dire à l'instar de tous les autres qu'on a mis là, soit des non-nationaux, qui avaient le choix de leur sélection. Et Non. lui, il n'a pas le choix, vous pensez? Non, il n'a pas le choix. Ça se voit, il n'a pas le choix. Ça se voit comment? ça- On va d'accusation grave en accusation grave. Mais c'est pas- Est-ce qu'on a des éléments concrets pour l'affirmer, ça? André, ce n'est pas des accusations, c'est des faits. Et on veut un changement. Oui. On veut qu'il y ait un changement pour que la Côte d'Ivoire puisse aller plus haut. Nous ne sommes pas là pour casser ou bien jeter la merde sur Pierre ou Paul. Une façon de parler, ouais. Voilà, il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'on aille de l'avant. Il faut qu'il y ait Il faut que ce changement-là soit, comme vous l'avez dit, soit sur des faits. Parce que si on doit vivre sur du soupçon en permanence, en disant sans doute qu'il n'a pas les choix, alors que Aïdara Chouaillot, il n'a jamais dit que je n'ai pas les mains libres. Il semble avoir quand même sa sélection. Il a apporté les changements. Et le troisième match, il a gagné. Et demain, il y a un grand rendez-vous face à l'Algérie. Donc une telle remarque veut dire que vous avez des éléments concrets. Mais c'est clair, parce qu'il faut comprendre une chose. Ouais. Il y a une révélation dans ce championnat qui est, C'est laquelle? qui est le Denguélé, Très bien. qui sont en train de casser la baraque, même si actuellement ils sont un peu en baisse. Mais il y a combien de joueurs de Denguélé qui sont dans l'effectif? Aucun joueur de Denguélé n'est sélectionné. Et là, votre petit œil vous dit que ça doit être un problème politique. Non, je ne parle pas de... Il y a combien de joueurs du stade? Non, mais enfin, si les joueurs des autres clubs sont meilleurs, enfin, j'en sais rien, moi. C'est ça la question. Est-ce que les autres joueurs sont meilleurs? Parce que dans une sélection, il ne peut pas y avoir tout le monde. C'est clair. Donc sur 23 joueurs, si on prend 13 dans un club qui est la moitié de cette équipe, ça veut dire quoi? C'est ça le problème. Il faut amener tout le monde à... Est-ce que ça veut dire que le sélectionneur n'a pas les mains libres? André, moi, je vais vous dire quelque chose. Je souhaite que la prochaine fois, le sélectionneur ait la latitude de prendre les joueurs que lui, il veut. Et pour lui, qui sied à cette campagne. Ça, ce sont vos propos, vous l'avez suffisamment répété et on l'a dit, vous êtes un ancien footballeur, vous connaissez comment ça se passe dans les arcanes. On espère avoir ici un représentant de la fédération pour vous donner, on va dire, la contradiction. On va maintenant parler quand même de l'image qu'on donne à l'extérieur. On a la FI, on a l'UFPCI. Alors, vous êtes reconnu par la FIFPro Afrique. Ça veut dire juste que les autres ne sont pas reconnus. Est-ce que tout ça encore, ce n'est pas une façon d'exposer le linge sale en famille trop longtemps? Parce que je veux dire, on aurait pu régler ça. Moi, je pense que je suis un peu ton programme, mais il faut comprendre que nous sommes au-delà de ce problème aujourd'hui. Vous savez, pour que la FIFPro nous soutienne financièrement et tout ce qui va avec, il faut qu'on ait le maximum de joueurs. Donc, la FIFPro n'est pas ceux qui sont... Non, mais vous êtes créé, à peine vous étiez déjà à la FIFPro. Est-ce que les gens, certains se sont dit, Jérémy Gitap, c'est le bon copain de Didier Drogba. Didier Drogba et lui, ils s'entendent bien avec celui qui est le français, dont vous allez me rappeler le nom, qui représente la FIFPro. Donc, à un moment, Zoro, vous êtes de bonne volonté, mais on peut vous accuser de faire un peu de politique afin d'écarter les autres. Mais au-delà de tout ça, il faut accepter le travail qui est en train de se faire sur le terrain. D'accord. Moi, je ne veux même pas parler de la FIFPro. C'est vrai. C'est juste une je suis d'accord. Jérémy et Didier ont joué ensemble. Jérémy et ceux de la FI, ils étaient amis, ils ont travaillé ensemble longtemps. Ouais. Donc, s'il y a un changement, peut-être qu'il y a divorce, c'est que ça ne va pas. Donc, je ne veux pas m'apaisantir là-dessus. Très bien. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, il faut que André regarde le travail que l'UFPCI est en train de faire actuellement. Ouais. Le travail que vous êtes en train de faire... C'est exceptionnel et c'est magnifique. C'est exceptionnel. Est-ce qu'on peut en parler très rapidement pour terminer cette émission? Quel est aujourd'hui l'apport de l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire dirigée par Zoro Mark depuis sa création? Mais il faut savoir qu'on a eu près de 20 cas où les joueurs ont été sortis de leur club. Ouais. Nous avons réussi à arranger 14 cas. C'est-à-dire les joueurs ont reçu les salaires, ont reçu les lettres de sortie. Et il y a eu, comment on appelle, une coopération entre nous et les présidents. Ouais. Et ça s'est très bien passé. Parce que, comme je l'ai dit, on ne vient pas en belligérant, on ne vient pas combattre les présidents du club. On vient les aider. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le président du club, il met un entraîneur dans son club, et c'est l'entraîneur qui est chargé de faire son recrutement. Le recrutement peut être mal fait. Ouais. À un certain moment, il n'y a pas de satisfaction au niveau des résultats. Et le président cherche à
s'en débarrasser. Mais comment il faut faire? C'est ce qui manque. Donc c'est ce que nous cherchons d'apporter au président. Soit on peut les prêter, soit on les laisse, mais il faut les payer. Et aujourd'hui, ça se passe bien. Sur 20 cas, il y a 14 joueurs qui peuvent témoigner, qui sont rentrés en ordre, qui sont dans d'autres clubs, qui ont reçu les payes. Ouais. Il y a d'autres, c'est un peu difficile parce qu'il faut savoir que, excusez-moi, je vais être un peu cru. Vous terminez là-dessus, ouais. Il y a des brebis galeuses en toutes choses qui refusent de comprendre et de reconnaître, excusez-moi encore, de leurs bêtises. Ouais. Et c'est encore difficile, ça. C'est encore difficile, vous dites. Il a dit, nous avons réussi à convaincre pas mal d'acteurs du football que sont les présidents de clubs à travailler avec nous. Nous ne sommes pas en situation de belligérance. Mais il a dit quand même beaucoup de choses ici. Il y a eu un peu de langue de bois, mais bon, pas totalement, parce qu'il a dit des choses assez fortes qui prouvent que c'est Zoromark. Rappelez-vous Zoromark, sur le terrain, c'était un homme de caractère. Il a démontré tout simplement, en Italie, il en voulait aux racistes, vous vous rappelez. Eh bien, c'est ainsi qu'il s'est illustré ce soir sur ce sans langue de bois. Je vous remercie en tout cas de nous avoir fait confiance et d'être venu nous parler de cette aventure que vous portez pour le bien-être du football ivoirien. Merci à vous d'être resté avec nous. C'est un sans langue de bois, tout en football, tout en dribble parfois, parce qu'on adore ce sport. Moi, je vous remercie et le rendez-vous, il sera pris. Vous serez là avec nous, j'en suis sûr. Ce sera le jeudi prochain. À très bientôt.